Alors c'est, selon le magazine Marianne, le nouveau mantra pour faire accepter aux Français de nouveaux sacrifices, l'ardoise publique liée à la crise du Covid, qui serait tellement énorme que le monde d'après pourrait bien ressembler à celui d'avant. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. C'est un argument commode ça quelque part, hein. Il faut qu'on revienne d'ailleurs sur Oui, l'étude au départ. Le point de départ, c'est cette étude de l'RMS qui montre qu'il va falloir plusieurs décennies avant que potentiellement les pays remboursent cette dette Covid. oui, vous avez raison. Quelques mots d'abord sur l'étude de la RMS. La France et l'Espagne, une soixantaine d'années pour effacer la dette strictement liée au Covid. Ils considèrent, ceux qui sont à l'origine de cette étude, que la France, ce retour au niveau de la dette publique rapporté au PIB d'avant la crise, d'ici 2035, ne serait pas envisageable avant cette date. Et le niveau Qui parle de 2035 au départ? Pourquoi est-ce qu'on s'est fixé cette date? Parce que, si vous voulez, vous avez une augmentation du PIB et une augmentation de la dette. Donc, effectivement, rapporté au PIB, le niveau de la dette est plus. Si vous avez de la croissance, vous avez un rapport sur dette publique Qui baisse. qui baisse. Et donc, le problème Non, se mais résout un peu avant. qui avait fixé à 2035 le niveau de dette rapportée au PIB ramené à celui d'avant-crise? Qui parle de 2035 au départ en disant, quand ils disent le RMS, non, on n'y sera pas en 2035, mais plutôt dans 60 ans, qui parle de Ah, 2035 au départ? je pense que c'est une formule de rhétorique pour dire, faut pas, me semble-t-il, faut pas croire que avant 2035, ça soit effacé, quand bien même on aurait une croissance économique qui pourrait alléger le fardeau. Mais l'argument, si vous voulez, clé, moi, à mon sens, c'est que cette étude qui est tout à fait juste et bien sûr les auteurs sont une honnêteté intellectuelle évidemment, mais elle est politiquement utilisée pour dire surtout, voyez, c'est tellement lointain cette 67 ans pour histoire la de dette. France, hein. Si on ne fait rien, potentiellement, il faudra attendre 67 ans pour revenir à Voilà. notre niveau de dette Oui. rapporté au PIB d'avant-crise. Voilà, c'est de se dire Biden, il faut surtout pas faire comme ça. Il faut commencer à réfléchir à rembourser sa dette. Il faut repousser d'un revers de la main tout argument qui consiste à dire annulons la dette détenue par la BCE. Donc, si vous voulez, les économistes adorent tracer, prolonger des courbes pour dire 2060, 2070, 2080, ce que vous voulez. Mais en vérité, il y a toujours une dimension politique, et notamment en ce qui concerne la dette publique, que les économistes ignorent. Et historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. Après, pour l'instant, il faut dire ce qu'il y a. La Commission européenne, elle ferme les yeux sur tout ça. Il y a une tolérance financière pour dépasser encore une fois tous les plafonds, que ce soit déficit ou dette. La question, c'est est-ce que ça va durer? Oui, alors c'est vrai qu'il est prévu de revoir l'an prochain les règles de la BCE, qui devrait, je dirais, de revoir les règles au niveau de la Commission sur les fameux 3% et 60%. Et puis la BCE devrait arrêter fin 2022 de financer les déficits publics. Donc effectivement, en plus, vous avez les Allemands qui ne perdent pas de vue leur ordolibéralisme et ce qu'ils appellent les règles du frein à l'endettement. Alors ils vont sans doute un peu l'assouplir, c'est plus leur 0% de déficit, mais vous avez quand même l'idée que, surtout si c'est la CDU qui gagne, il y aura quand même une certaine rigueur qui reprendra le dessus. Les principes et les règles ne veulent pas grand-chose, à mon avis, face au choix des populations, parce que contrairement à tout ce que l'on entend à Bruxelles, les États ne vont pas demander à rembourser la dette du Covid. Sinon, ce serait un bulletin de vote adressé aux partis d'extrême droite. Et bon, voilà. Et puis, pour casser la reprise, ça serait terrible aussi. Donc, Mais alors, mais qui va payer? Et certains disent d'ailleurs que personne ne va payer, puisque c'est la BCE qui a acheté globalement cette dette et qu'elle va la conserver dans ses comptes et qu'elle ne la remettra jamais sur le marché, et donc elle s'éteindra toute seule. Alors, oui, mais on peut à ce moment-là aller encore plus vite. Et pour faciliter je dirais, la présentation comptable des dettes publiques, on n'a qu'à dire que la BCE pourrait effacer les dettes qu'elle a acquises Ça auprès n'arrivera des pas, États. nous a dit Christine Lagarde. Ça. Oui, Christine Lagarde. Mais pourquoi effacer quelque chose qui, dans les faits, l'est, puisque
Si la BCE garde ça dans ses comptes et elle roll, comme on dit, et qu'elle garde à l'infini dans ses comptes, il n'y a pas de problème, ça revient à l'effacer. Oui, alors c'est vrai, sauf que vous avez quand même les États qui présenteront, vous, quand vous ferez votre présentation, votre animation d'émission, vous direz la France a une dette de 120 points de PIB, 120 points, 120% de son PIB. Vous direz pas 90, 95. Donc vous dites 120, ça va s'éteindre au fur et à mesure. Mais pardon de le dire, mais historiquement, ça s'est jamais passé comme ça. D'abord, historiquement, il y a eu la question du remboursement de la dette. Bon, et du remboursement par les plus riches. Là, en ce moment, on voit bien que c'est un sujet qui est dans l'air, qui, je dirais, on exhume la taxe Briand, d'Aristide Briand, le 1er juillet 1916. C'est la guerre mondiale. Le gouvernement d'Aristide Briand, il dit on va voter la mise en place d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices de guerre. Ceux qui se sont enrichis pendant la guerre, eh bien, ils vont devoir mettre la main à la poche, parce qu'après tout, c'est la solidarité nationale. On pourrait imaginer que ce soit le cas. On pourrait imaginer que ce soit quoi. La base fiscale de cette taxe, elle pourrait être les bénéfices. Bon, il y a la Fondation Gambetta qui, par exemple, défend cette idée-là. Mais en gros, taxer des secteurs qui ont eu plus de bénéfices en période de crise qu'avant. Oui, c'est ça. En fait, hein. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est une. Alors là, beaucoup à gauche font pression pour qu'on rétablisse l'ISF, qu'on fasse aussi, je dirais, une forme de taxation sur les successions, qu'on taxe le capital et non pas forcément le revenu ou les profits, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a un gisement fiscal énorme sur le capital, parce que aussi l'immobilier n'a pas connu depuis la crise du Covid une baisse des prix. Hein, au contraire, ça a même plus ou moins progressé, peut-être hormis dans la région parisienne. Donc il y a quand même un vrai sujet sur la fiscalité du capital. Ça, je le crois. Après, dans un souci de justice sociale, et je me rappelle il y a quelques jours Laurent Berger de la CFDT qui me le disait ici, ça pourrait impliquer de taxer les riches. Je lui soutenais notamment pour financer un plan pour les jeunes. Mais au vu des montants de dettes qu'on a, honnêtement, ce n'est pas suffisant. Compter uniquement sur cet argument fiscal, voilà. Et puis quelque part, il y a aussi une facilité économique, sachant que le compte n'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on va rembourser cette dette. Hein. Je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. Si vous voulez, vous avez en fait à gauche deux écoles. Il y en a une qui est l'école, je dirais, de la deuxième gauche, de la CFDT, qui consiste à dire c'est la taxe qui va rétablir a posteriori les inégalités, et c'est tout à fait légitime. Et vous avez je dirais, la vieille première gauche qui a une vision beaucoup plus systémique, en disant il faut toucher vraiment au système qui finalement néolibéral, mis en place par Bruxelles, à partir du moment où en plus des gens comme Biden et Boris Johnson, c'est ça qui est assez cocasse, je dirais, renoncent à leur libéralisme. On est à front renversé, hein. C'est les anglo-saxons qui nous font la leçon là pour le coup. Hein. Oui, tout à fait. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que oui, tout ne peut pas tenir à la taxation. Parce que d'abord, moi je suis quand même pour qu'on taxe les riches s'il y a eu des profits exceptionnels, mais c'est pas, compte tenu des montants, on va pas non plus multiplier par 20 la taxation. Ce serait confiscatoire. Ce n'est pas tenable, et même d'un point de vue économique d'ailleurs, ce ne serait pas tenable. Mais en revanche, je crois que ce qu'il faut accepter, et c'est en ce sens qu'il y a un débat systémique qui joue, c'est que dans l'histoire, ce n'est pas la taxe des Français qui a remboursé la dette, ce n'est même pas l'ISF, c'est l'inflation. Ouais. Et si vous voulez, rentrer dans un monde où on a un arbitrage entre l'inflation, ce qui suppose plus de protectionnisme, ce qui suppose moins de liberté de circulation des capitaux et des marchandises, ce qui suppose quelque part de faire payer ceux qui sont créanciers et plutôt d'alléger le fardeau de ceux qui sont débiteurs, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire les jeunes. Ça, si vous voulez, David, c'est un sujet fondamental. C'est peut-être c'est le sujet, c'est
c'est la matrice essentielle d'un choix de société en économie. Alors, sauf à considérer que c'est la question de la propriété privée ou publique des moyens de production. Mais si vous sortez cette problématique-là, qui à mon avis est un peu partiellement passé, oui. Le sujet classique, c'est celui de savoir qui j'avantage. J'avantage le créancier ou le débiteur. Autrement dit, je fais de l'inflation ou je fais pas de l'inflation. Et pour résoudre cette question de la dette, le mieux c'est de faire de l'inflation. Oui, mais ça a toujours été le cas. Toujours. La France a toujours remboursé sa dette grâce à l'inflation. Donc quand vous entendez, y compris des journalistes, dire « Ah mais ça c'est du fardeau pour nos enfants, c'est nos enfants qui vont payer ». C'est jamais comme ça. Ouais, sauf que l'inflation ne se décrète pas, vous le savez aussi. Hein. Alors, ça c'est vrai. Non, admettons, je suis bien d'accord. C'est plus facile de répondre à des doigts et hop, il y a de l'inflation. Hein. C'est plus facile de répondre à une interview de Boursorama pour dire on n'a qu'à faire de l'inflation, il n'y a qu'à faire de l'inflation, que plutôt quand vous êtes aux manettes de la BCE et que vous dites on va décréter l'inflation. Sauf qu'il y a des si vous voulez, pourquoi on balance des milliards et des milliards de liquidités et pourquoi il y a une inflation des actifs, c'est que c'est un choix politique. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que l'inflation ne se produise pas au niveau de la production, au niveau de l'investissement et au niveau des salaires. C'est pas ce qu'on voit aux États-Unis. C'est pas ce qu'on voit avec les plans Biden. Qu'est-ce qu'on voit avec les plans Biden? Des programmes d'investissement, des chèques qui sont donnés aux ménages. D'accord, effectivement. Donc vous voyez bien que, en fait, là, les tombereaux d'argent déversés par la BCE produisent une augmentation des actifs boursiers au niveau de l'inflation sans augmentation du pouvoir d'achat des ménages via l'augmentation des salaires, alors que au niveau des États-Unis, on commence à voir poindre une inflation, j'allais dire, saine, c'est-à-dire fondée sur une augmentation des salaires et de l'investissement. Ça veut quand même dire que ce n'est pas impossible, que ce n'est pas que ça peut aussi quelque part un peu se décréter si on réfléchit aux conditions économiques, au système économique. Sur une politique budgétaire différente financée par création monétaire. Exactement. Exactement. Donc, si vous voulez, là, on est vraiment au cœur du truc. Et on est vraiment au cœur de la question du choix économique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'argument selon lequel il n'y a qu'à taxer les riches est un argument qui est une sorte de piège, de ruse de la raison. Elle consiste, en gros, à dire ne remettons pas le système en cause économique, mais remettons plutôt a posteriori la taxation des plus riches. On corrige ex post, comme on dit. On corrige ex post, mais c'est la meilleure assurance vie pour proroger le système. Ouais, à méditer ce week-end tranquillement. Merci beaucoup. Point de vue signé Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck. Merci mille fois. Salut, au revoir. Ciao.